Youhou! Je suis arrivée en 2049. Merci Doc qui m'a envoyé faire une mission. Bon, il m'a dit qu'il fallait que je trouve un machin qui s'appelle Datasrati. Il m'a filé une télécommande, un truc bizarre là. Il m'a dit, pour le mettre en marche, donc attends, j'appuie sur le bouton On. Tchouk. Bonjour Datasrati. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Oui. Oh, t'as une drôle de voix, tu fais peur. On va vérifier. Déjà, on est... Voilà, ça fait un moment qu'on n'était pas venu, on est content. Ça fait combien de temps que tu viens faire le Web Today? 10 fois. 10 fois? Mon Dieu. Ça fait beaucoup. On va vérifier tes datas, parce qu'on m'a dit que tu étais le roi du data fact et que tu allais m'aider à comprendre quels sont les transports du futur. Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Parce que moi, voyager dans le temps, c'est bon, mais voyager avec des nouveaux trucs, je ne connais pas. Alors, je vais vérifier un petit peu tes datas. Alors, attends, hein. Hop, je relance hop, la machine. Hop. Alors, est-ce que tu peux me dire... Oui. Oui, t'es sûr? Je peux le faire. Alors, on m'a dit aussi un truc, j'ai une touche mute s'il parle trop, parce qu'on m'a dit que les autres années, des fois, il parlait beaucoup. Donc, vous inquiétez pas, on a un bouton mute cette année sur le Datasrati. Alors, est-ce que tu peux me dire combien de fois a décollé SpaceX? Oui. Combien de fois? 75. Ok, bon. Pas mal, jusque-là, il ne se plante pas. Un peu plus dur. Est-ce que tu peux me dire quel est le bateau le plus rapide du monde? Spirit of Australia. Et sa vitesse? 511 km/h. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. En 78. Je vais appuyer sur mute, attention. Alors, autre question. Le ministre des Transports à ma naissance. C'est plus dur, ça. Robert Gallet. T'es sûr? C'est un ingénieur. Il a bon, il m'énerve, il a bon. Bon, allez, dernière question. On est quand même à Nantes. On va voir s'il connaît un peu la ville pour de vrai, puisque ça fait, c'était censé être là depuis 10 ans. Combien de lignes de tramway à Nantes? 3. Combien de rames? 91. Il est bon, hein. Il est plus dur. Combien de wagons? 455. Ok. Bon, comment tu sais tout ça? Je cherche. Ok, ça nous aide. Je trouve. Ok, ok. Bon, il y a juste un truc qui va pas. Ta voix. On va pas faire une conférence d'1 heure comme ça va être insupportable. On va te passer en mode humanoïde. Touc, 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 touc. Bonjour. Ah, c'est mieux. Bonjour, Fanny McFly, mais t'es venue comment? Alors moi, je voulais prendre la DeLorean de Doc, mais pas de bol, il s'était tiré avec au Far West, donc j'ai dû prendre un Wigo. J'avoue, c'était moins fun. Je vois, je vois. Tu vois. Bon. Et donc, voilà, mais justement, j'aimerais bien avoir autre chose que des Wigo. Et comme l'année dernière, on avait fait le quantique, c'est fantastique. Cette année, on s'est dit qu'on allait faire les transports du futur, parce que ça va être fantastique aussi, on espère. Et on va commencer tout de suite. On va enchaîner avec toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, mais on va partir du plus bas et du plus profond de la Terre, sous l'eau. Donc l'eau, pour aller jusque dans l'espace. Peut-être. Comment ça, peut-être? Si ça marche. Si ça marche. Bon, alors raconte-nous un truc du futur d'hier. En fait, la meilleure façon d'étudier le futur, c'est de regarder le futur dans le passé. Vous suivez? Bon. Alors, exemple, les hovercraft. Donc, dans les années 60, les hovercraft, c'était le truc du futur. Là, vous avez le plus bel hovercraft construit par l'homme, c'est des Anglais en l'occurrence. Un hovercraft qui traversait la Manche. À l'époque, il n'y avait pas de tunnel. Et ils l'ont arrêté en 2000. Bon, alors il y en a un petit qui fonctionne encore, qui est Turikiki, qui transporte quelques dizaines de personnes et qui fonctionne sur l'île de White. Vous savez où est l'île de White? Qui sait où est l'île de White? Ah, pas mal, hein, ouais, pas beaucoup. Non, je t'avais dit que ouais. Il n'y a que toi pour c'est savoir une île ce qui est genre au sud de l'Angleterre, pas loin de Portsmouth, où avaient eu lieu les cérémonies hier, en fait. Et la version la plus récente de cet engin, c'est un hovercraft militaire qui est utilisé par les Américains, le LCAC, et il transporte 4 blindés.
on imagine son usage le jour du débarquement, il y a 75 ans. Ça aurait été peut-être sympa. Hein. Ouais, sauf que les hovercraft, le jour du débarquement, avec les balles, je ne suis pas sûre que ça aurait... Je ne sais pas si les jupes auraient tenu le coup. Mais bon, ouais. Voilà. Pourquoi ils ont arrêté les hovercraft? Pourquoi il y en a moins pour aller en Angleterre? Le tunnel. Ah, le tunnel sous la Manche. Eh ben oui. On a fait mieux. C'était pratique, mais ça donnait un peu le mal de mer. Je crois que j'en ai jamais pris, malgré mes nombreuses expériences dans le futur et dans le passé. Et en fait, maintenant, ça ne sert quasiment qu'à des usages militaires pour faire des débarquements, là où il y a du sable, si possible. Bon. Moi, je voudrais te parler d'un truc un peu plus fun quand même, parce que en fait, il faut les transporter aussi. Ouais, bah oui. Il faut les transporter, bah oui. T'as tu les mets sur quoi? Bah, il y a des bateaux spécialisés, ils font presque 200 mètres de long, hein, j'ai oublié le nom. Ouais. 200 mètres de long, ouais. Ils font 200 mètres de long et on en met 2 dedans, on met un garage à 3 étages, on les remplit de blindés et avec ça on débarque. Donc on utilise ça en Irak, dans des pays du Golfe. Bon, c'est vachement rigolo, hein. C'est vachement rigolo comme usage. Hein. Ouais. Donc on peut ranger des Il y en a 11 comme ça dans la marine américaine quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Bon. Je peux te parler d'un truc plus fun? Ah oui. Un truc plus classe? Ouais. Ouais, moi je vais te parler du plus grand yacht du monde, le Azam. C'est le tien? J'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé. Parce que moi j'aimerais bien. J'arrive pas à gagner dessus. J'aimerais bien avoir l'occasion de visiter. Tu voudrais bien le visiter? Écoute, on va essayer de t'organiser. Si vous avez un pote milliardaire qui a un yacht, voilà, Oli Datazrati est présent. Donc voilà, 180 mètres de long, 36 passagers pour 60 personnels de bord. T'imagines, il y a 2 fois plus de personnes pour s'occuper des gens qui sont dessus. Ça fait que 16 millions de dollars la personne. Une paille. Bon, ça vaut que 605 millions de dollars, mais c'est sympa, hein, ça va. Voilà. Bon. Après, on a des trucs un peu plus grand public. Donc voilà, c'est un peu plus long, hein, ça fait que 30 mètres de plus de long, mais là tu mets 9500 personnes à peu près, personnel de bord compris. Bon, ça coûte que 1,3 milliard de dollars à produire. C'est fabriqué à Saint-Nazaire, c'est pas très loin d'ici, vous connaissez? Et puis voilà, donc ça c'est le paquebot le plus récent, hein, de croisière. Il date de 2018, c'est quand même une belle machine. Voilà, mais est-ce qu'on a fait mieux que ça? Est-ce qu'on a fait plus grand ou plus cher peut-être? C'est un truc de petit kéké ça, parce que moi j'ai un bateau qui est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Alors, attends, moi c'est 1,3 milliard. T'as mieux que ça? Oui, moi j'ai un bateau à 13 milliards. 10 fois plus cher, c'est le dernier porte-avions américain, le Gerald Ford. Il vient d'être mis en service après de quelques difficultés techniques. Pousse-toi, McFly. Oh. Et en fait, ce porte-avions, il est équipé d'une catapulte électromagnétique qui remplace les anciennes catapultes qui étaient à vapeur. Et ils ont un énorme problème. C'est que quand Trump a inauguré le bateau, Trump a dit « je ne comprends rien, il faut être Einstein pour comprendre comment ça marche », et il a demandé à revenir aux catapultes à vapeur. À vapeur. Alors le problème, c'est qu'ils ont déjà lancé la production des bateaux suivants, et il y en a un qui est en construction, qui est déjà complet, donc on ne peut pas changer, on ne peut pas le changer. C'est le JFK. Et il y en a un troisième. Il y en a un troisième qui va s'appeler? À votre avis? Enterprise. Et ils vont être obligés de le refaire à cause de ça. Donc bon, voilà. Donc les catapultes électromagnétiques, bof. Ben, ça marche plus ou moins, mais bon, je pense qu'on pourra le mettre au point. C'est comme tous les problèmes technologiques. En faisant de l'expérience, en mettant au point petit à petit, on arrive. Mais si on arrête une technologie en cours de route parce que ça ne marche pas très bien au début, on ne fait jamais de progrès. Donc, bon, en même temps, le test and learn sur un bitonio à 13 milliards de dollars, c'est un peu embêtant, mais bon. Vous savez, c'est le montant qu'a levé la start-up Jules qui fait des cigarettes électroniques. Bon. Bon, le prix d'une cigarette électronique, vous faites un porte-avions, pourquoi pas? Bon, enfin, c'est pas très rigolo, ça. Bon, alors ça, c'était le plus cher. Est-ce que tu as plus grand? Ouais, j'ai les porte-conteneurs. Ah. Ouais, les porte-conteneurs. Alors, c'est pas des bateaux du futur, hein. Enfin, on en construit régulièrement. Non, en fait, ça, c'est le mieux que ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait mieux d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça évolue pas tant que ça. Ils évoluent un petit peu en taille. Là, vous avez le porte-conteneur le plus récent, le Syntex de CMA-CGM, qui est basé à Marseille, et ils sont capables de transporter ce qu'on appelle 20 000 TEU. Vous saviez ce que c'était qu'un TEU? TEU toi-même. Hein. Bah, toi-même, c'est 20 Foot Equivalent Unit. En fait, un TEU, c'est la moitié d'un grand conteneur. Donc c'est un petit conteneur. Et les conteneurs que vous voyez sur l'image du bateau ici, ce sont les grands formats. Donc en fait, quand on dit qu'on a un porte-conteneur de 20 954 TEU, en fait, il n'y en a que 10 500 en vrai qui font cette taille-là. Et vous pouvez transporter, si vous déménagez, tout votre matériel.
de votre appartement, de Hong Kong à l'Europe, pour, je crois, dans l'autre sens éventuellement, pour environ 4 000 $. Ça va. Alors ça pollue un petit peu, par contre. Oui, bah justement, il paraît que ça pollue beaucoup. On est à Tech for Good. Tu peux nous dire ça pollue pas mal, mais en fait, ramené au kilo transporté, ça pollue pas tant que ça par rapport à des camions. Mais la pollution en CO2 d'un navire comme ça ou du paquebot qu'on a vu avant, c'est l'équivalent d'environ 4600 voitures. Par contre, si on se focalise sur un élément de pollution particulier qui est l'oxyde de soufre, qui génère l'acidification des océans, là, ça pollue comme plusieurs millions de voitures. Bon, quand même. C'est juste un élément de la pollution. Bon, alors, est-ce que tu n'aurais pas un truc plus écologique d'Atasrati à nous proposer? Ah oui, mais il est plus petit. Futuriste. Il est plus petit, je suis désolé. C'est un catamaran, Race for Water, qui est un catamaran qui fonctionne à la voile et à la vapeur. Non, presque, mais en fait, il a une voile et il est capable de capter l'énergie solaire. Et il a un système de stockage de l'énergie, non pas avec des batteries classiques, mais avec des batteries à hydrogène. Donc en fait, il stocke. Il fait l'électrolyse de l'eau, il stocke de l'hydrogène, et après il l'utilise dans une pile à combustible pour pouvoir fonctionner dans la durée. Mais en fait, c'est un petit bateau, il doit y avoir quelques dizaines de personnes dedans. C'est expérimental. Souvent, quand c'est écologique, c'est pas très grand. Moi, j'ai un autre truc. J'ai un hydrofoil. Sympa ton truc. Ouais, ça s'appelle un Sea Bubble. Je dis hydrofoil, il y a de la fumée qui sort. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Alors déjà, ça, pour l'instant, ça fonctionnait à Paris. C'était en test à Paris, c'est une boîte française à l'origine. Mais là, maintenant, ils sont partis en Suisse parce qu'il y a des petits problèmes de vitesse, cohabiter avec les autres types de bateaux qui ne vont pas aussi vite et tout. Mais ça pourrait devenir des taxis du quotidien sur la Seine. En tout cas, c'était le but. Mais ouais, ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle quoi donc? Ça me rappelle un James Bond dont le titre est Largue les coucougnes. Largue les coucougnes, je suis pas sûre de m'en suivre. Bon, je vous laisse trouver le James Bond. En fait, j'ai utilisé un système de traduction qui n'était pas parfait. On a traduit de l'anglais en klingon et après du klingon en français. Et ça a donné Largue les coucougnes. Donc c'est en fait, c'est la fameuse phrase du méchant qui lâche... Faut deviner. Faut deviner. Ouais, faut deviner. On vous laisse chercher. Bon, sinon, il y a justement James Bond. Ce gars-là, il a testé tous les moyens de transport les plus futuristes du monde. Ouais, quand tu étais jeune, il y avait des voitures comme ça. Ouais, j'étais vraiment jeune là. Ouais. il a testé la Lotus qui roule, qui rentre dans l'eau. Il y a les roues qui rentrent et tout. C'était super chouette. Ça a fait rêver une génération d'adolescents. Bah ouais. Toi, Datasrati, il était ado à cette époque-là, non? Ouais. Un grand ado. Mais peut-être que dans la salle, il y en a qui n'étaient pas nés. Donc Bon, ils savent même peut-être pas que ça existe en fait. On vous conseille de regarder tous les James Bond pour comprendre tous les easter eggs de cette conférence aussi. Donc ça vous fait un peu de boulot pour après. Donc voilà, mais là, Lotus Esprit, non, c'était sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que James Bond, il aime beaucoup Aston Martin, en général. Parce que là, c'était une Lotus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aston Martin, ils sont en train de développer un truc très futuriste. C'est un petit sous-marin, ça s'appelle le projet Neptune. C'est des petits sous-marins pour aller vraiment sous l'eau, se balader sous la mer. Voilà. C'est un projet. C'est en cours de développement, on verra si c'est développé spécialement pour Francky Trichet pour aller de Nantes à Saint-Nazaire sous l'eau sur la Loire. Il est à l'aéroport, je pense qu'il entendra. Des problèmes. Voilà. Je crois qu'il est à l'aéroport. Okay. En fait, c'est des transports très élitistes. C'est pas fait pour le grand public. C'est fait pour un tout petit. Bon. Moi, je te propose un truc. C'est parce que on a vu que l'eau. Finalement, il n'y a pas grand-chose pour le futur. On est un peu au top déjà. Hein. Ça innove pas encore beaucoup. On va revenir à des choses où il y a plus d'humains. La Terre. On va revoir les transports terrestres. Il y a encore des humains. Il y a encore des plus humains. Pour très longtemps, quand même. C'est pas parce qu'on est en 2049 que tu es obligé de... Je sais pas, moi j'ai vu le keynote d'hier matin, il avait dit plus pour longtemps. Mais bon, on est encore là, vous êtes tous là dans la salle? On vous a pas encore perdu? Bon, donc on passe à la Terre. Et moi je vais repasser James Bond, ton grand copain. Encore? Ouais, et qu'est-ce qu'il faisait lui en 1997, 10 ans avant l'iPhone, le mec ultra précurseur? Il avait un smartphone Nokia Communicator pas tactile, avec un pad, et il arrivait à télécommander sa voiture, qui là est toujours pas une Aston Martin, mais une BM. Les placements produits sont très très bons dans les jalons. Et donc, il arrivait à piloter. Mais nous, on est en... Qu'est-ce qui t'arrive? On est en 2049. Non, et en fait, là, les gens dans la salle, a priori, ils seraient en 2019. Et il y a un gars qui s'appelle Elon Musk. Il a quand même dit que dans un an, les voitures seraient toutes en autopilote chez Tesla.
Il se foutrait pas un peu de notre gueule, le père Elon Musk? En fait, Musk, c'est le nouveau nom d'une marque de cigarettes pour les gens qui fument. Et effectivement, pas les cigarettes, il a prédit que l'année prochaine, donc en 2020, a priori, nous aurions 1 million de véhicules qui seraient autonomes dans ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire l'autonomie complète, sans conducteur, même sans volant. Et le chiffre est un peu bizarre, puisqu'il fabrique aujourd'hui des voitures à un rythme d'environ 85 000 véhicules par trimestre. Donc si vous faites le calcul rapidement, vous vous rendez compte que c'est difficile. Et en fait, l'explication, c'est qu'il serait capable de faire une mise à jour over the air, donc du logiciel des voitures existantes, qui ont très peu de capteurs, qui en général ont une seule caméra, pour les rendre entièrement autonomes. Bon, possible ou pas? Non. Non, en fait... non, c'est possible que dans la prochaine génération, il arrive à y mettre ce qu'il faut. D'ailleurs, il a annoncé en avril dernier tout un ensemble de technologies pour la prochaine génération de Tesla, notamment un processeur spécialisé qui utilise une technologie qu'on appelle le sensor fusion, qui est capable d'analyser avec des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle les différentes sources d'informations qui viennent d'une trentaine de capteurs qui sont dans le véhicule, sachant que dans les Tesla, il y a déjà aujourd'hui des capteurs à ultrasons, des radars et des caméras dans le visible. Dans des voitures concurrentes, on y rajoute des lidars, ce sont des lasers tournants qui scannent en 3D l'environnement pour savoir ce qu'il y a autour des véhicules. Mais ça, ils n'en mettent pas dans les Tesla, par exemple, des lidars. Ils ont choisi de ne pas en mettre parce qu'ils considèrent que c'est une bêtise. Ensuite, mais l'industrie n'est pas encore d'accord sur la question. Oui. Ensuite, nous avons les batteries. C'est très lourd, les batteries. La charge des batteries n'est pas extraordinaire aujourd'hui, même si on arrive à avoir des autonomies de l'ordre de 400-500 km dans les conditions optimales. De toute façon, on va revoir en détail par la suite un peu les batteries. Voilà. Hein, il y a des questions qui se posent, évidemment, mais qui ne sont pas des blocages technologiques sur la manière dont on va accompagner la vie du passager selon qu'il est conducteur ou qu'il ne l'est pas dans le véhicule. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent dans la standardisation des réseaux télécoms pour relier les voitures autonomes avec d'autres voitures autonomes ou avec les infrastructures. Il y a déjà 2 standards qui se battent en duel. Un qui est plutôt européen, qui s'appelle ITS-G5, qui est une sorte de Wi-Fi pour les voitures. Et vous avez aussi le CV2X, qui est utilisé via la communication cellulaire. Donc il s'appuiera sur la 4G, puis sur la 5G. Voilà. Bon. Et il faut éventuellement protéger ça contre les hackings. Oui, parce que c'est bien de faire des mises à jour over the air, mais ça veut dire qu'on a une belle porte d'entrée quand même pour entrer dans les voitures. Exactement. Alors, on va regarder quand même comment ça roule un peu tout ça, les voitures autonomes, non? On peut le faire. Tu peux le faire. Donc voilà une petite vidéo très récente, qui a à peine quelques semaines, d'un véhicule Tesla, donc récent, avec le dernier processeur sur lequel il travaille, et qui fait un trajet tout seul. Mais il avait déjà fait il y a 1 an ça, mais sur un trajet un peu plus simple. Un peu plus simple. Là, c'est intéressant, on voit qu'il s'arrête à des feux et qui touche vraiment pas du tout le volant de bout en bout de la vidéo. Donc, bon, il y a un truc. Il y a un petit truc, ouais, en effet. Il y a personne. Déjà, il n'y a pas de piétons. Il n'y a personne, il est sur la route, il n'y a pas de piétons. Ouais, le trajet est simple. Il y a des sorties, des entrées sur les autoroutes, ils ne changent pas trop de voie, même si d'ailleurs ça, ils savent le faire. Mais en fait, comme toutes les vidéos démonstrations, il y a une exagération ou il y a une mise en contexte qui ne correspond pas à la mise en contexte de l'utilisateur réel du produit. Donc vous mettez, il n'y a pas une grande mise en danger en fait, du véhicule et du... Vous le mettez à Paris ou même à Nantes, dans des endroits où il y a plein de vélos, de piétons, etc. Là, ce sera beaucoup plus compliqué, parce qu'un véhicule autonome, aujourd'hui, ça peut marcher. On a les Navia qui fonctionnent à Nantes et à d'autres endroits, mais ils fonctionnent dans des environnements qui sont très contraints. Dès qu'on est dans un environnement qui est moins contraint et qui interagit avec des humains, ça devient plus compliqué. Et en plus, on attend de ces véhicules-là qu'ils aient un taux de fiabilité qui soit très élevé. Et donc, on est relativement prudent. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites. Et à la limite, le meilleur moyen que nous aurons dans les décennies qui viennent d'avoir beaucoup de véhicules autonomes, ce sera d'éviter d'avoir des véhicules non autonomes. Oui, en fait, quel que soit le nombre de roues, d'ailleurs. En fait, on se rend compte que pour avoir vraiment des véhicules autonomes qui fonctionnent bien, il faut enlever partout où il y a de l'humain qui conduit et qui se déplace. Voilà, c'est un choix de société en même temps, mais on sera obligé d'en passer par là si on veut que cette hétérogénéité ne gêne pas trop de travers. Donc on a vu le parcours, hein, je crois qu'il dure 2 minutes dans la vidéo, et il se débrouille, il arrive. Bon, ça c'est en Californie, voilà, c'est la Californie. Ce qu'on sait déjà finalement, c'est que les voitures autonomes, globalement, elles sont 7 fois plus fiables que des humains au volant, en moyenne. Mais par contre, psychologiquement et légalement, c'est compliqué de les laisser conduire, parce qu'en fait, s'il y a un accident, c'est qui va être responsable de l'accident, et puis que psychologiquement, quand il y a un humain au volant, il y en a un responsable, alors que là, quand c'est une machine, c'est des algos, qui est la bonne ligne de code qui a codé, qui fait que ça a foiré. Mais c'est pareil pour l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de la santé.
même si on a des solutions aujourd'hui qui sont plus efficaces dans certaines conditions que les spécialistes, on va demander au système qu'il soit calibré de telle manière qu'il soit de l'ordre de plus 1000 fois plus efficace, où il génère 1000 fois moins d'erreurs que l'homme, pour qu'on tolère les erreurs des machines. On est en gros moins tolérant des erreurs de machines qu'on ne l'est des erreurs humaines. Et il faudra jouer avec ça. Bon, ça ressemble à des voitures, mais montre-nous un truc un peu plus futuriste quand même. On a trouvé ça en se baladant tous les deux au CES de Las Vegas en janvier. Alors, ce n'est pas encore en production, mais il y a un petit prototype qui fonctionne à mi-échelle. Et c'est un engin un peu curieux que même dans mon monde à moi, dans le futur, on n'a pas forcément rencontré, et qui permet de gérer des secours. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Il faudrait mettre l'audio de l'ordinateur. Ah ouais. Voilà. C'est sympa parce que ça a plein de moyens de déplacement, de façon de se déplacer en tout cas. Donc ça pourrait servir par exemple à aller sur l'Everest, mais en évitant de mourir, quoi. Il paraît qu'en ce moment c'est difficile. Peut-être de redescendre tous les déchets qu'il y a en haut. Ouais. Voilà, ou de faire le nettoyage sur la route des alpinistes qui passent par là. Bon, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir justement toutes les lignes de code qu'ils font pour faire fonctionner tout ça. Et c'est là où on se rend compte, c'est que finalement, il faut beaucoup plus de lignes de code pour une voiture autonome que pour un avion de chasse. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que finalement, déjà, il y a moins de capteurs à programmer et à faire suivre. Hein. Et puis surtout, dans les airs, il y a moins d'obstacles au sol. Et donc là, on voit la différence. C'est 1,7 million de lignes de code juste pour un avion de chasse, 6,5 millions pour un Boeing. Et là, quand on arrive à une voiture autonome, on passe à plus de 250 millions de lignes de code. Alors pour savoir, c'est un navigateur comme Chrome, c'est 6,7 millions de lignes de code. Et Windows 10, c'est 50 millions. Donc il faut 5 fois plus de lignes de code pour une voiture autonome que Et moi, pour... j'en ai combien ? Toi, c'est exponentiel de X, donc c'est un peu compliqué. Le minimum, c'est 615 trillions. Voilà, bon. Et pourtant, ça bug encore, je vous le dis. Hein. Non, ça, c'est la version humaine. Pour les humains, c'est 615 trillions, à peu près, au nez. Et la version robot, pour les mulets, a besoin d'encore plus de millions de lignes de code. Bon. Est-ce que tu veux rajouter du détail sur ces histoires de lignes de code et le fait que ce soit justement qu'il en faille beaucoup plus, quoi. C'est quand même étonnant de voir qu'une voiture qui est... Parce qu'une voiture, c'est très compliqué à gérer. Elle Pourtant, doit on arrive à la conduire. Oui, mais contrairement à un avion, elle doit travailler en environnement un peu adverse. Alors que l'avion, il est en l'air, il a les nuages, la météo à gérer, mais il y a peu d'avions, disons, dans les parages, même si c'est le contrôleur de vol qui s'assure que les avions ne se croisent pas. Donc les avions, en fait, ils sont tranquilles quoi, quand ils volent. Il y a juste la phase d'atterrissage et décollage qui est la plus critique, mais en général, quand ils volent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors que dans une voiture, toutes les 3 secondes, il peut se passer quelque chose. Donc il y a énormément d'obstacles, et c'est pour ça que c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de capteurs. Il n'y a pas plus de capteurs que dans un avion. Mais il y a beaucoup de capteurs qui gèrent de la logique floue. Parce que comprendre l'intention d'un cycliste ou d'un piéton ou d'une voiture, faire des calculs de vitesse de tous les éléments qui circulent, arriver à comprendre ce qu'il y a autour du véhicule, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, aucun avion, à ma connaissance, n'est piloté avec une caméra qui interprète ce qui se passe dans le ciel, pour l'instant. Il y a juste l'image du radar qui permet de détecter des obstacles éventuels à longue distance. Donc c'est plus compliqué. Bon. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, c'est arriver à avoir suffisamment de lignes de code qui soient bien faites pour que ça fonctionne bien en autonome. Un deuxième problème pour la voiture idéale, ça va être la batterie idéale. On se rend compte qu'il y a du boulot, et entre autres, on passe de plus en plus à l'électrique. Comment on obtient une batterie électrique ? Je te le dis pas, j'ai le même problème, moi. T'as le même problème ? Bah oui. J'ai une batterie, elle tient 2 heures. Et après, tu manges quoi ? Faut des te brancher. bananes. Des bananes. On en a en charger la réserve. batterie, c'est un problème pour les robots. Donc, et c'est vrai pour un véhicule, pour un drone de passagers ou un drone classique ou pour une voiture. L'idéal d'une batterie, c'est qu'elle ait une capacité importante, ce qu'on appelle une grande densité énergétique. Il faut qu'elle se charge rapidement. Il faut qu'on puisse la charger plusieurs fois sans qu'elle perde en capacité. Et si possible, il vaut mieux que les matériaux qu'on utilise pour la fabriquer soient recyclables, ne soient pas trop coûteux en CO2 pour la production et ne soient pas polluants ou issus de matériaux polluants. Aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à répondre à ce cahier des charges de 5 éléments correctement en même temps. Régulièrement, on voit de nouvelles batteries qui arrivent sur le marché.
qui améliore une des 5 dimensions, mais rarement les 5 en même temps. Exemple, vous avez ces 2 sociétés, une taïwanaise, donc Prologium, et une suisse, Inolite, qui ont créé 2 technologies de batteries qui sont plus denses, mais elles améliorent que dans un facteur à peu près 1 à 2 la densité énergétique, ce qui est bien, mais ce n'est pas extraordinaire. Et puis il y a les fameuses piles à hydrogène, piles à combustible qui utilisent de l'hydrogène, qu'on a vu dans le bateau tout à l'heure, qui sont pas mal, mais qui ont plein d'inconvénients, qui font qu'elles sont lourdes, c'est dangereux, parce que l'hydrogène c'est explosif, donc il faut les mettre l'hydrogène, il faut le mettre dans un réservoir bien protégé, en tout cas selon la manière d'impacter l'hydrogène. Il y a plusieurs manières, l'hydrogène gazeux, liquide ou avec du solide. Et c'est compliqué à produire, la chaîne de production de l'hydrogène est assez coûteuse, donc c'est pas parfait encore. Bon. Alors, en sachant qu'actuellement, une Tesla, on annonce 400 km/h, 400 km de trajet maximum. Oui. L'Audi e-tron, on est à 280 km. Alors, elle est plus grosse, elle est plus lourde et elle est plus confortable aussi. Et il faut savoir aussi un petit détail, souvent c'est pas dit, mais si vous roulez à plus de 110 km/h, il faut bien respecter les limitations de vitesse parce que sinon là vous consommez et votre autonomie en fait descend encore plus que ce qui est annoncé. Donc ça oblige, si on veut passer à la voiture électrique, de accepter de lever le pied, de bien respecter les limitations. Mais il y a une solution. Tu accélères, après tu freines, et quand tu freines, tu récupères l'énergie et ça réalimente ta batterie. Oui, mais ça ne marche pas si tu dépasses 110, parce qu'on l'a testé, et en fait, il faut vraiment rouler à 110 maximum pour ne pas vider ta batterie. Bon, le problème de fond, c'est que la densité énergétique des batteries, donc elle n'est pas très bonne. Vous voyez, le rapport, il est assez étonnant. Hein. Vous avez ici la quantité d'énergie ramenée au volume. Donc on calcule ça en litres dans les abacs. Donc vous voyez que tout ce qui est lié aux carburants dits fossiles, donc diesel, essence, même tous les carburants fossiles qui sont créés avec du colza ou d'autres plantes à base d'éthanol, ils ont une assez bonne densité énergétique. Ensuite, l'hydrogène liquide et gaz naturel liquéfié, c'est moyen. Et la batterie, c'est vraiment très faible. C'est pour ça que d'ailleurs dans une Tesla, une voiture électrique, la batterie prend quasiment tout le plancher. Et en plus, elle pèse très lourd. Mais ça permet une meilleure stabilité au sol du véhicule. Voilà, ça permet d'avoir des véhicules. Les véhicules sont plats, ils sont plus faciles à construire. Alors, si par contre on fait le calcul au kilo, et donc pas au volume, les ratios ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous voyez qu'en bleu, là vous avez les ratios au kilo, donc 1 pour la batterie au lithium, et donc tout ce qui est fossile, c'est entre x27 et x43. Non, je me suis trompé en fait. Des fois, je me plante en... Tu veux que je te fasse un petit reboot? Attends. Non, oui. Non. Vas-y. Oui, ok. C'est vrai. Donc en fait, la ligne du haut, c'est les ratios sur le volume, et le x130 en bas, c'est le ratio au kilo par rapport à la batterie lithium-ion. Alors il y a une solution aussi, c'est de faire ça avec du topinambour. Vous connaissez comme par hasard le topinambour? topinambour. Topinambour, c'est un légume célèbre dans le Esrati World, et qui est en fait un légume qui permet de faire plein de choses, mais il permet notamment de produire des carburants de ce type-là. Et donc on peut faire de l'éthanol au topinambour, mais les études récentes ont montré que malgré le génie génétique et la transformation du topinambour pour le rendre plus efficace, on n'arrive pas à faire un éthanol qui soit meilleur que l'essence ou le diesel. C'est tout bad. Voilà. Alors, on va regarder un autre truc intéressant, c'est se rendre compte qu'acheter une voiture électrique pour ne pas polluer, c'est pas valable partout. Hein. Ah oui, effectivement. Ça, c'est intéressant. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Et là, vous pouvez remarquer, alors la France, ça vaut le coup. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chez nous, on a les centrales nucléaires. Alors, vous allez dire, oui, ça pollue à long terme, mais mine de rien, ça ne produit pas de CO2 à court terme. Alors que des pays comme l'Allemagne, ou la Pologne, par exemple, ou même une partie des États-Unis qui utilisent des énergies fossiles, du charbon, etc., quand vous produisez l'électricité pour fournir ces voitures électriques, elles polluent encore plus que si. Donc on déplace la pollution. On voit que par exemple la Norvège et la Suède qui ont des centrales hydroélectriques, elles par contre ça vaut le coup. Donc en fait, les pays en vert que vous voyez sur cette carte, ça vaut le coup d'acheter une voiture électrique parce qu'en effet vous n'allez pas polluer en CO2, vous allez baisser le taux de CO2. Par contre dans les autres pays, c'est pas là où c'est vraiment en rouge foncé ou orange, c'est pas intéressant parce qu'actuellement la production d'électricité n'est pas propre en CO2. Donc ça, c'est une des discussions. On nous a posé souvent la question. C'est hyper important. T'as un truc à dire. Vas-y. Fanny McFly, j'ai une question. Alors, en fait, dans les pays qui sont marrons ou oranges, en fait, on déplace la pollution. Parce qu'en créant des véhicules électriques dans les villes, on enlève la pollution du CO2 générée par les véhicules dans les villes et on la déplace où? Ailleurs, dans les campagnes, là où il y a des usines, là où il y a des centrales thermiques.
Et donc, on déplace en fait le problème à un autre endroit. Bon, tu sais que ça, c'était pas une question, c'était une réponse que tu viens de me donner. Alors, la suite. Tiens. Encore Elon Musk. Encore un. Alors, il a trouvé un nouveau truc. Le croisement de Musk et de Jules. Ça donne, en fait, ça fume. Donc, il y a un an, Musk il disait, bon, on va mettre des propulseurs de fusée dans les roadsters, pourquoi pas. Alors, c'est pas polluant, c'est avec de l'air comprimé. Ça permet d'accélérer plus rapidement. Ça fume, c'est clair que ça fume. C'est pour ça que Musk est un personnage assez curieux, surtout vu du futur, parce qu'il imagine plein de choses. Et il y en a quelques-unes qui marchent, heureusement d'ailleurs, il arrive à lancer des fusées, il arrive à faire tourner des voitures avec Tesla, il veut bidouiller le cerveau avec Neuralink, et là il invente des trucs, une fois sur deux c'est du n'importe quoi, mais bon, comme il est dans l'ère de la start-up, si une fois sur deux ça marche, c'est déjà pas mal. Mais il y a aussi les 2 roues. Hein. Oui, il n'y a pas que des 4 roues. Toi tu aimes bien les 4 roues tout plat, mais d'ailleurs tu as oublié ton... j'ai pas ma DeLorean, non. Ah oui, j'ai pas pris mon skate. J'ai oublié mon skate. Bon. Non, mais ils volent pas. Hein. Je voulais un overboard. D'accord. On a des 2 roues. Alors là, on a vu qu'à Paris, on en est à 11 marques de trottinettes électriques. Il ne faut pas penser qu'à Paris, il y en a dans les autres villes. Non, mais voilà, il y en a dans les autres villes. Mais pour dire, à Paris, en tout cas, ils sont arrivés à 11 marques, quand même. La dernière étant B comme Bolt. Parce que tu as Bolt aussi, il y a plusieurs des noms de marques. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sympa parce que c'est censé ne pas polluer, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup des marques de trottinettes, comme elles sont lourdes à remonter et à mettre en charge. Il y a des gars qui viennent avec des groupes électrogènes à essence, les recharger sous les ponts. C'est super sympa. Donc voilà. Puis en plus, on en retrouve beaucoup dans la Seine. On commence à voir que ça. Donc en fait, elles ont des durées de vie de 2 mois. Donc c'est sympa, mais c'est pas encore hyper écolo. Après, on a le vélo. Alors ce petit vélo là, il roule à quoi, Olivier? À l'hydrogène. À l'hydrogène. C'est une manière d'avoir une autonomie plus grande. Ça saute pas l'hydrogène. C'est des petits réservoirs. C'est français. C'est un système à hydrogène qui permet d'avoir une autonomie un peu meilleure que les batteries classiques. Bon. Et puis après, on a d'autres types de 2 roues. Alors là, c'est pour aller un peu plus vite, un peu plus loin. C'est pour se faire plaisir. Alors on a des motos comme la Monday Motorbike. Et puis on a aussi, alors ça fait hurler les puristes, une Harley Davidson qui fait pas le bon gros bruit et tout. Alors, il y a les puristes qui vont dire c'est pas fait pour ça, et puis il y a ceux qui vont dire ouais, mais par contre les sensations de l'électrique c'est cool parce que ça permet d'avoir du couple. Vous en prenez plein les bras et tout, mais on va pas loin. Ça fait pas plus de 150 km d'autonomie, donc voilà. Bon, c'est un choix. Après ça, on peut pas dire ça a de la gueule quand même, non? Pour aller au travail, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Faut pas se faire piquer en même temps. Bon, et un autre moyen de transport terrestre. Oui. C'est ton copain James aussi qui saute bien dedans. Lui, il prend comment le train? Il prend souvent le train, comme ça. Facile. C'est une manière un peu particulière de prendre le train. Voilà. C'est ce qu'on appelle un contrôle destructif. Donc il y a la méthode James, et puis il y a la méthode actuelle aussi dans certains pays, comme le Bangladesh. Vous pourriez penser à Nantes, ou avec les trams qui sont bondés, mais en fait, il y a mieux, il y a le Bangladesh. Si vous prenez le train, c'est comme ça. Actuellement. Alors, c'est comme Ouigo, il ne faut pas avoir de valise. C'est pas possible. Le supplément bagage n'est pas compris ni possible, sachez-le. Bon, donc il y a une solution, il paraît. Eh ben ouais, alors c'est notre ami Elon, encore lui. Musk, mais il est casse-pied, celui-là. En 2013, il s'est dit ouais, je vais lancer un truc qui a déjà été pensé dans la fiction, mais aussi dans la science, etc. Il a pondu un petit truc de 57 pages qu'il a appelé l'Hyperloop, donc un moyen de transport qui va à 1000 km/h. Au début, c'était sur des coussins d'air, et puis ils se sont rendus compte que c'était peut-être mieux avec des champs électromagnétiques. Et donc, mais mine de rien, il s'est dit je vais lancer ça, et il y a quand même plein de gus qui se sont dit ouais, c'est pas con, on va le faire. Et là, on se rend compte qu'il y a au moins plein de sociétés qui ont lancé le projet. En fait, c'est Elon Musk qui a inventé le concept du Startup Studio, qui consiste à avoir une idée et la faire faire par les autres. En fait, tu demandes à des autres de le faire et tu les laisses se débrouiller, tu leur donnes un petit peu d'argent. Mais là, il leur a même pas donné d'argent. Il y a 3 grands projets qui ont été lancés. Donc Hyperloop One qui a été créé aux États-Unis en 2014, donc moins d'1 an après la création de ce livre blanc. Voilà. Il s'est trouvé qu'en 2017, 3 ans après, Virgin et Richard Branson ont fait l'acquisition de cette société. Et donc ensuite, vous avez eu HTT, donc pas HTC, donc Hyperloop Transportation Technologies, qui est un autre projet américain avec aussi des contributeurs européens. Et puis Transpod, qui commence à être un petit peu connu, qui est un peu plus petit dans son ampleur, mais qui a été créé par un Français, Sébastien Gendron, qui est basé au Canada. Donc la boîte est canadienne, mais le créateur est français. C'est un ancien d'Airbus qui a lancé ce projet. Mais il y en a d'autres.
Il y en a plein d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux-là, déjà, ils ont été financés au moins. Il y a un peu de sous quand même qui est investi dedans, c'est pas rien. 400 millions, c'est pas mal pour faire des protos. 15 millions, ça commence à être un petit peu léger. Bon. C'est un peu léger. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a une douzaine en tout à peu près qui ont été lancés. Alors, beaucoup de projets qui sont des projets papier, qui n'ont pas forcément vocation à réellement être déployés. Et vous avez par exemple un Hyperloop polonais. Vous avez Hard, qui est un autre projet, je ne sais plus de quel pays, hollandais, je crois. Vous avez Zeleros, qui est un projet espagnol. Vous avez Hyper Chariot. Alors, eux, ils y vont fort. Ils disent qu'ils vont aller à 6000 km/h. Bon, déjà 1000, ce serait bien. Hein. Tant qu'à faire un truc impossible, autant que ce soit vraiment impossible. Autant aller vite dans le mur. Et vous en avez un qui est très original, qui fait peu entendre parler de lui, qui s'appelle Magway. J'ai du mal même à retenir. Magway, ouais. Magway, c'est un projet anglais et qui consiste à proposer des hyperloops, donc souterrains, mais de petit diamètre et qui servent uniquement à transporter des marchandises. Donc l'idée, c'est de faire le Amazon Prime souterrain qui va plus vite que par le transport routier. Donc tout ça pour nous, vous, les hommes qui êtes extrêmement pressés d'obtenir d'avoir tout en moins d'une heure chez soi. Voilà, ça sert à ça. On va voir un exemple. Donc ça, c'est le test qui a été fait il y a plus d'1 an par Virgin Hyperloop dans un tunnel de test de 300 mètres, je crois, 300 mètres. Dans le Nevada, juste à côté de Las Vegas. Et donc, si vous avez déjà vu la vidéo, vous n'apprendrez rien. Alors, il faut savoir que ce tube est mis sous vide. Donc, ils sont obligés de fermer comme une cocotte minute à l'envers. Ils le ferment, ils mettent le tunnel sous vide, et avec un moteur électromagnétique, ils déclenchent la propulsion, et hop, il est accéléré dans le tunnel. Alors là, vous allez voir plusieurs fois le véhicule qui avance et qui va s'arrêter. Donc là, l'image est impressionnante. En fait, c'est que 300 mètres pour le test. C'est que 300 mètres, c'est quoi 300 km/h en fait, donc ça va pas plus vite qu'un TGV sur cette distance-là. C'est à peu près la vitesse d'un TGV pour l'instant. C'est censé aller plus vite, mais pour aller plus vite, il faudrait que le tunnel soit plus long pour faire le test. Donc voilà où on en est à peu près aujourd'hui au niveau de l'état de l'art. Mais bon... Donc, ce qu'il y a d'intéressant à la base, c'est que ça pourrait aller de 500 à 1000 km/h, donc beaucoup plus vite que ce qu'on fait actuellement, que c'est dans un tube protégé d'intempéries et que du coup, ça permettrait aussi une maintenance plus facile, moins de dégâts. Ouais. Par contre, alors il y a quand même le problème de mettre sous vide. Il y a la propulsion électromagnétique où bon, ça marche, mais ça marche. Voilà. Oui. Il y a le problème qu'il faut de l'oxygène si on met des passagers. Mmh. Et on ne parle pas d'évacuer les passagers là. Donc là, on va dans la colonne rouge. Il y a un truc, c'est que dès qu'on a un rayon de courbure, dès qu'on rentre en ville, dès qu'il y a une montagne, si on ne peut pas aller tout droit, ça va faire baisser la vitesse. Donc, il faut des ouvrages d'art, de construction. Donc c'est un peu compliqué. La capacité, on se rend compte que souvent, c'est des pods de 60 personnes, 40 personnes qui vont être enfermées dans le noir. Il n'y a pas de moyen de voir ce qu'il faut. Le coût et les infrastructures aussi, c'est un peu compliqué. Un peu comme les aéroports, il faudra sortir des villes, parce que c'est pareil, on ne va pas pouvoir les faire arriver en centre-ville. L'évacuation et la sécurité, alors ça, on n'en parle même pas. Et pour l'instant, il n'y a pas de... Comme tout est sous vide, le temps qu'on remette de l'oxygène et tout, s'il y a un accident... Non, il y a un autre petit problème très compliqué à régler, c'est comment gérer le réchauffement dans la capsule. Parce que l'humain produit de la chaleur. L'humain et l'appareillage électronique qui est à l'intérieur produit de la chaleur. Et comme le tube est sous vide, il ne peut pas dégager la chaleur par l'air. Donc il faut accumuler la chaleur quelque part dans le véhicule, et d'où le fait que les trajets ne peuvent pas être très longs, c'est une demi-heure, un grand maximum. Donc ça veut dire des trajets de quelques centaines de kilomètres dans le grand maximum, parce que c'est très très difficile d'accumuler, on peut l'accumuler la chaleur, mais on ne peut pas en accumuler des tonnes. Mais c'est là où Magway parie pas mal, puisque eux, comme ce serait du transport de marchandises et pas d'humains, voilà. Ça chaufferait moins. Dans ce cas-là, on a réglé le problème. Voilà. Et puis les champs magnétiques, ça pose problème, si tu as un pacemaker, tu ne montes pas dedans. Et pas qu'un pacemaker, je pense que toute prothèse électronique pourrait poser problème. Je ne sais même pas s'ils l'ont testé avec des appareils... que vous utilisez, vous, primates, primitifs sur Terre, avec vos téléphones et vos laptops. Ouais, pas sûr qu'on puisse même emmener son téléphone. Et vos montres connectées qui vont complètement se déconnecter avec le champ magnétique. Et puis vous perdrez le nord aussi. Bon, ça c'est un détail. On a des tests en France actuellement. Oui, tout à fait. Il y a 2 tests. Il y en a un qui est réalisé à Toulouse, dans une ancienne base militaire dite de Francazal, et qui est géré par HTT, donc c'est le numéro 2 dans la liste des projets qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ils construisent un tunnel qui est censé faire 300 mètres, donc c'est presque l'équivalent de l'expérience de Las Vegas avec Hyperloop One. Et puis vous avez celle de l'expérience de Limoges, qui est lancée par Transpod. Alors, ils ont décidé de s'installer à Limoges, ils ont un grand plan, mais ils n'ont pas encore obtenu le financement. Et l'idée, ce serait de faire un tunnel plus long, de 3 km, mais à mi-taille. C'est-à-dire qu'ils vont construire un tunnel de 2 mètres au lieu de 4 mètres de diamètre, et ils vont construire une navette à échelle 1,5 pour faire des tests. Tout ça en prétendant qu'on aurait une solution en 2025. Bon, on n'y est pas encore.
Bon, et tu as un Space Train, c'est quoi? C'est un train qui va dans l'espace? Ça fait partie des projets un peu bizarres qu'on voit émerger dans le monde des transports, comme d'ailleurs dans le monde des technologies en général. C'est des projets qui, quand on les observe sur le papier, sont complètement délirants. On se demande si les entrepreneurs ont les pieds sur Terre, mais heureusement qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas toujours les pieds sur Terre. Et eux, ils imaginent relier Le Havre à Paris, qui est une destination assez courue, et en ce moment peut-être avec le débarquement. Mais Trump, il vient en hélicoptère. Et vous avez aussi un projet qui est de relier Orléans à Paris. Et l'idée, c'est de faire un aérotrain qui est le même que l'aérotrain de Bertin qui a été construit dans les années 70 et qui a été abandonné en 77. Et ils veulent refaire le même truc. Ils veulent construire ça sur l'infrastructure de Bertin qui a été abandonnée depuis 77. Et ils disent que ça va ouvrir en 2025. Alors je me suis posé la question sur la date, parce que quand on voit un business plan comme ça, on se dit, tiens, c'est marrant 2025, parce que 2025, c'est à peu près le délai pour obtenir le permis de construire en France. Donc si vous voulez sortir le système en 2025, et vous voulez avoir un business plan réaliste, autant ne pas mentir, autant dire, bon, c'est 2030 ou 2032. Là, ça ne tient pas la route. Voire 2045. Voilà. Bon. Écoute, là, on a fait le tour des moyens terrestres. On va s'envoler un petit peu. Ouais. On va essayer de s'envoyer un peu en l'air. Vous êtes prêts? Allez. Musique? Non. Musique, non. Alors, non, on vous ramène un petit peu au CES de Las Vegas, parce que ça fait que la 16e année qu'on se le cogne, et que c'est vachement sympa quand même. Vous pouvez voir qu'entre ne serait-ce que 2016 et 2019, il y a de plus en plus de drones de passagers. Alors, on voit vraiment que ça évolue. On en a de plus en plus. Alors, il y a un petit débat qui se fait. Il y en a qui disent on ne dit pas drone de passagers parce qu'un drone, normalement, n'est pas censé pouvoir prendre de passagers. C'est un truc qui est piloté à distance, qui vole sans passagers. Mais comme c'est un mot qui est resté, normalement, on dit VTOL. Mais alors, AK-VTOL, ça veut dire quoi? AK-VTOL, quoi. AK-VTOL, c'est Also vitriol. known as Vertical Takeoff and Landing. Ouais, donc le truc qui décolle à la verticale. Ça décolle verticalement et après, ça reste sur place, ça ne bouge pas et après, ça revient sur Terre. Voilà. Moi, Normalement, ça avance un peu. Maintenant, vous saurez. Voilà. Alors, il y a plein de projets. Hein. Il y a plein de projets. Ce qui est dingue, c'est... tout le monde rêve de sa voiture volante. Hein, on aimerait bien. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Voilà, moi j'ai la voiture, j'ai la DeLorean, mais tu vois, je peux pas la prendre puisque Doc la pique tout le temps. Mais en fait, il y a plein de catégories d'aéronefs différents ici. Exactement, on va voir qu'il y a plein de catégories. Donc là, on voit qu'il y a quand même plus de 100 projets. Alors, il n'y en a qu'une vingtaine finalement qui ont réussi à piquer sur les 2 milliards investis. Et on va en regarder quelques-uns. Tout à fait. Alors, il faut se poser la question comment ça marche déjà? Voilà, de la propulsion. Alors, en général, ils ont presque tous des moteurs électriques. Et la question qui se pose, c'est comment obtenir une capacité à stocker l'énergie dans le véhicule pour qu'il puisse voler longtemps. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit des batteries, et dans ce cas-là, on vole de l'ordre de 10 à 20 minutes selon les modèles, selon le poids qu'ils embarquent. Et il y a une deuxième solution qui est assez bizarre, qui est ce qu'on appelle la propulsion hybride, qui consiste à embarquer une turbine d'hélicoptère, en général, dans le véhicule, qui va générer une propulsion mécanique, qui va faire tourner un générateur électrique, qui va alimenter ou directement des moteurs, ou des batteries qui alimentent des moteurs. Et il y a plein de manières différentes d'agencer ça, d'où le schéma qui est là, que je ne vous commente pas en détail. Et c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui dans les projets papier qui existent sur le domaine pour avoir une autonomie qui dépasserait le quart d'heure ou la demi-heure pour faire des vols de longue distance. Alors, on va passer un petit peu aux différents types. Alors, le premier, c'est les plans papier ou les maquettes virtuelles. Ça, ce que vous voyez, c'est des choses qui n'existent pas encore. C'est juste dessiné, en gros. Tout à fait. Donc, voilà, donc on a le Zunum, par exemple, qui est hyper intéressant, qui serait finalement un petit avion qui reprend le modèle qu'on vient de voir. Passagers, hein, c'est vraiment très proche. C'est 12 passagers et c'est une propulsion hybride avec du safran dedans qui fait des turbines et des batteries et des moteurs électriques. Et tous les autres, par contre, du coup, décolleraient à la verticale, alors que celui-là décolle classiquement. Alors pourquoi décoller à la verticale? Ça permet d'éviter de construire des aéroports. Donc, par exemple, ça permet de se passer de trucs comme Notre-Dame-des-Landes quand on a envie de le faire. Ça permet d'améliorer la desserte des villes. Et la plupart des projets qui ont été lancés dans ce domaine-là, ils ont tous comme idée de permettre à des gens très pressés et qui ont de l'argent d'aller de l'aéroport au centre-ville.
D'ailleurs, c'est à Dubaï que tous ces projets sont expérimentés en général. Oui, et c'est pas évident de le déployer parce qu'il faut avoir l'infrastructure dans les villes pour les accueillir. Il faut quand même prendre de la place pour les faire atterrir. Et puis toute la sécurité qui va autour. Question de sécurité. C'est pas que ça tombe sur quelqu'un. Alors après, il y a une deuxième catégorie. Alors ça, c'est les maquettes non fonctionnelles. Alors ce qui est dingue, c'est qu'ils arrivent quand même à vous mettre pour l'effet waouh sur les salons comme le CES. Là, on le voit avec l'hélicoptère Bell. Hein. C'est un truc à taille réelle, mais le truc, il a jamais volé. Il volera peut-être jamais, d'ailleurs. Il volera peut-être un jour, on ne sait pas. Bon. Là, il y a du Thales, en plus de Safran dedans, qui fait l'avionique. Troisième catégorie, les modèles réduits qui volent. Exactement. Donc, c'est sympa. Bon, ça permet de faire une petite maquette. Celui du bas, c'est un projet israélien qui a déjà une version militaire et dont une version civile est en préparation. Puis, nous avons les prototypes qui volent vraiment, là, maintenant. Ouais. Ouais. Exactement, mais sans passagers. Alors, pour l'instant, il démarre sans passagers. Vous avez des prototypes d'ailleurs de pays assez variés. C'est pas qu'américain. Lilium, c'est allemand. Volocopter, c'est aussi allemand. Overtaxi, c'est un projet français du sud de la France. Qu'on a vu à Vivatech d'ailleurs. Qu'on a vu à Vivatech, donc c'est assez varié. Alors, on va regarder le décollage de Lilium, qui est un projet qui a déjà plusieurs années, qui a levé près de 100 millions d'euros. Et cette deuxième version de Lilium décolle ici. Vous voyez l'équipe de une cinquantaine de personnes de cette boîte allemande qui est ravie. Bon, ça décolle à 5 mètres et ils sont... Ouais, ils savent faire un peu mieux, mais pour l'instant, c'est pas encore extraordinaire. Non, mais c'est des voilà. Ouais. Alors après, on a les prototypes qui volent avec un passager. Alors, on a des trucs quand même bien funky. Hein. Ouais. On a entre autres le Lazarette. C'est une moto qui se transforme en hélicoptère. Bon, c'est un peu particulier. Elle vole, mais suspendue à des fils. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Il y a l'overbike aussi. Ouais, bah oui. Vous avez Overbike, c'est un truc qui vole vraiment. Il vole à 3 mètres de hauteur. Il est testé par des flics à Dubaï. Pourquoi pas. Et les 3 du bas, ils volent avec des passagers, mais encore non certifiés, c'est-à-dire que ce n'est pas en production en général. On va vous en montrer 2. Ouais. On va montrer d'abord celui qui est en bas à gauche, le Astro Aerospace, si je ne me trompe pas. Voilà, et vous allez voir que ça vole vraiment. Donc ça, c'est un petit hélico avec 16 hélices. Hein. Donc c'est 8 groupes de double hélice contrarotative, et ça a l'air de voler. On a du mal à savoir. On ne sait pas si c'est un trucage. Quand on voit la vidéo, c'est pas toujours. Là, ça a l'air d'être un vrai vol. Bon, enfin, c'est pas un vol sur 100 km. Non, mais ça décolle, ouais. C'est fait pour inspecter son champ de maïs, hein, pour l'instant. Vous avez ensuite l'aéromobile. Ah bah ça, c'est un modèle. Alors, on l'a vu à Vivatech, donc c'est quand même un véhicule. Semaines. Ça te rappelle rien, ça me rappelle Oui, ça me rappelle encore James Bond. C'est la voiture de Scaramanga dans l'Homme au pistolet d'or, à peu près. Et en fait, elle marche. Elle marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une voiture. Alors, un peu longue. Hein. Pour les créneaux, ça fait 9 mètres d'envergure. Donc, vous imaginez, pour se garer en ville, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, dans des pays comme l'Australie ou des grandes surfaces comme les États-Unis, ça peut être sympa. Ça fait, donc, quand ça déploie ses ailes, ça fait 6 mètres de large, 9 mètres d'envergure. Et ça a quand même 450 km d'autonomie, ça vole à 500 km/h. Après, c'est encore avec un ancien carburant, hein, ça vole à l'essence. Oui, c'est assez étonnant, c'est un moteur à essence classique de voiture et qui alimente soit les roues, soit l'hélice qui est à l'arrière et qui est convertible, et ça vole vraiment. Bon, en même temps, il faut la piste pour atterrir, pour décoller, il faut l'endroit pour se garer, c'est pas le truc pour les villes classiques. Et il faut les millions pour l'acheter aussi, et parce qu'il coûte un petit peu cher. Voilà, si vous êtes encore riche... Bon, après, il y a une autre solution, c'est de voler tout seul. Hein. Ah bah ouais, alors il y a James, encore une fois. Ah non, c'est vrai on a carrément la nouvelle version. Ça, c'est le vrai truc du futur. C'est voler debout dans les avions. Tout le monde. Voler debout. Ça fait rêver. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 12 heures de vol, non, alors c'est plutôt pour les vols courts, a priori. Les vols courts, oui. Mais voilà, pour gagner de la place encore dans les avions, c'est ce qu'on est en train... Il y a quand même un bus qui attend ça. On attend de voir quelle est la compagnie qui va vous le sortir. Avec l'option en bagage, toujours, comme dans les Ouigo. un truc comme ça, non? Ouais, pas donné de nom. Voilà. Bon, alors, moi, je préfère la version de James Bond pour voler. Ouais. C'est encore l'arc des coucougnes. Hein, c'est encore dans le l'arc des coucougnes. Bon. Vous avez trouvé l'arc des coucougnes? Ce film. Est-ce que vous avez trouvé d'où ça venait? L'arc des coucougnes, c'est un James Bond. Ça a traumatisé Datazrati, je peux vous dire, il a vu le film, c'est la seule réplique qu'il retient de ce film. J'ai retenu, c'est une réplique du film, il faut que vous reteniez l'arc des coucougnes. C'est une vraie phrase. C'est une vraie phrase du film, hein. Donc ça a été testé en 65. Donc ça, c'est mine de rien le Bell Rocket, donc ça date, ça a vraiment existé. Bon, c'est 20 secondes de vol, autant vous dire que vous décollez, vous éclatez dans le mur et c'est fini. Mais bon, ça a eu le mérite d'être fonctionnel. Tu voles rapidement avec, en fait.
C'est ça la solution. A, B, voilà, tu traverses la salle. En fait, il y en a qui le font vraiment. Hein. Voilà, il y en a qui le font vraiment. Donc on a Richard Browning, qui est un Anglais, qui lui alors il a choisi la version un peu Iron Man, mais avec les mains. Donc tu as des rétrofusées au bout des bras et il faut essayer de piloter. Bon, ça a 10 minutes d'autonomie de vol, vous n'allez pas très loin non plus. Et à mon avis, il faut quand même être bien doué pour le piloter. Bah pour faire ses courses, c'est pas mal. Ouais, mais tu peux pas tenir les sacs. Moi, je préfère la version de Frank Zapata, français en plus. Hein, Cocorico. Bah, il le fait vraiment en plus. Il le fait vraiment. Alors ça, c'était au-dessus de la scène au mois de novembre pour le Forum Innovation Défense, parce que du coup, ils ont intégré ça avec l'armée. Et les forces spéciales, ils sont en train de voir comment développer un modèle pour les forces spéciales. Alors, là, ça c'est moi qui l'ai filmé. Il va quand même jusqu'à 200 km/h, le Gus, avec son petit pistolet à la main. Donc imaginez avec votre sac de course pour rentrer, c'est sympa. Bon, après, ces 3-6 minutes d'autonomie, c'est pareil, il ne faut pas aller loin. Hein. Si vous plantez, et puis il faut bien manier le truc. Quand je suis à Paris, je préfère la ligne 6. Hein. Tu préfères la ligne 6 ? Bah ouais, elle passe juste derrière, elle est aérienne aussi, vous avez la même vue que lui, mais en moins dangereux. C'est moins dangereux. Un peu plus bondé aussi. Voilà. Bon, écoute, on est allé dans le ciel, si on allait dans l'espace, encore un peu plus loin. Pourquoi pas, tant qu'à aller quelque part, on peut aller loin. Oui, voilà. Oui. Eh ben, il y en a un, il est partout. Mais alors vraiment lui. Partout. Encore Elon Musk. Encore Musk, oui. Alors lui, il nous propose carrément des trajets en roquette. Alors lui, il veut disrupter le marché de l'aviation. Il dit, ouais, on va faire le vol économique, ça va pour aller à l'autre bout de la Terre en fusée. Facile. Et les compagnies aériennes ont déjà peur d'être ubérisées ou disruptées par l'animal. Alors, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Je sais pas, j'ai fait des calculs. Moi, je fais du data fact-checking. Est-ce que vous êtes prêt à faire du tourisme Donc, en fait, l'idée, c'est... Il a dit, il y a 2 ans, n'importe qui pourra aller à l'autre bout de la Terre pour un prix de Caseco. Donc avec ses fusées. Sauf qu'en vrai, on a fait le calcul. Bah, on a fait le calcul. Le prix Caseco New York-Pékin, c'est entre 600 et 2000 et quelques dollars. Bon, ça, c'est le prix de référence. 1000 € en moyenne, 1200 si vous € prenez un vol aller-retour d'aujourd'hui, dont le prix du lancement est à peu près 90 millions de dollars, et c'est les fusées réutilisables, c'est celles qui ont le prix le plus bas, eh bien, dans le meilleur des cas aujourd'hui, même dans les années qui viennent, on est capable de lancer une charge d'environ 1,3 kg. Une charge d'1 kilo pour 1300 $. 1300 $. Mais donc, c'est 1 kilo inanimé, sans oxygène, sans rien. Quoi. Voilà, donc si on calcule ne serait-ce que le prix d'un pied, donc c'est pareil, on a été data fact-checké, donc un pied, moi j'ai été étonné, il paraît que ça fait 2,6 kilos. On a les pieds lourds quand même. Hein. C'est juste le pied. Hein. Donc 2,6 kilos fois 1300 $, eh ben, ça donne quand même un ticket. Ça donne le pied en classe business pour faire le tour de la Terre. C'est plutôt le prix d'un business juste pour votre pied. Bah, tu peux emmener ton hamster comme ça en fait. Super. Voilà. Bon, mais t'emmènes ton hamster à Pékin pour 3000 $, c'est pas mal. En fusée, ouais. Pourquoi pas, ouais. Écoute. Alors il y a d'autres solutions, c'est carrément d'aller plus loin, c'est d'aller sur la Lune. Voilà, donc il propose quand même, il a proposé ça à un milliardaire japonais qui est prêt à débourser pour aller faire le tour de la Lune et revenir. Juste, donc c'est aller voir la Terre d'un peu plus loin. Et puis dans les autres projets encore plus fous, il pense qu'on peut aller sur Mars et puis revenir. Sauf que bon, on a vu dans ta conf d'il y a 2 ans qu'aller sur Mars, ça posait quelques petits problèmes. Je crois que la dernière fois que tu as fait une slide là-dessus, je me suis transformée en tardigrade pour des histoires de rayons cosmiques. À peu près, mais en fait, c'est presque le projet le plus raisonnable de M. Musk, d'aller sur Mars. Par rapport à tous les projets. Parce que quand il parle d'aller sur Mars, il ne parle pas trop de coûts. C'est des projets à 200 milliards de $, donc ça c'est une broutille pour lui. Il arrive à avoir de l'argent de différents pays. Mais technologiquement, c'est extrêmement compliqué. Mais finalement, c'est relativement raisonnable par rapport aux promesses technico-économiques qu'on a vues juste avant. Alors, on a juste un petit problème. Ma copine Greta Thunberg, la petite suédoise, elle va vous dire vous êtes mignons, mais déjà flight shame, ça pollue de prendre l'avion. Hein. Vous savez qu'actuellement, c'est de moins en moins bien vu. On parle même de dire que tous les vols de moins d'1 heure en local en France seraient arrêtés, ce serait mieux de prendre le train. Alors imaginez le hashtag Space Shame. C'est que si vous prenez une fusée pour traverser la planète, là quand même, écologiquement, vous êtes quand même pas très cool, quoi. Donc c'est le prochain hashtag, moi je pense qu'on va le lancer. Surtout que 400 tonnes de kérosène pour envoyer une fusée, c'est pas discret pour le CO2. Donc voilà, quoi. Alors il y a quand même d'autres projets mais il y a quand même d'autres projets qui font rêver. Voilà, on a notre copain Jeff Bezos, je crois qu'il va nous faire du Amazon Prime
Je veux un truc en Chine, je l'ai dans 1 heure. Il est presque raisonnable. Il veut aller en orbite basse avec Blue Origin, qui est un peu un équivalent de Falcon, mais plus léger. Il arrive à le faire, il est déjà décollé, on ne va pas vous le montrer. Après, on a Virgin, notre Virgin, ami, oui, tout à fait. Un projet dont on parle un petit peu moins, qui est un peu moins spectaculaire, mais qui consiste à envoyer des passagers en orbite basse, disons juste à 80 km d'altitude à peu près. Ça permet d'être techniquement parlant dans l'espace. Et voilà l'expérience la plus récente qui a été faite. Alors, c'est des vols qui sont pricés à 200 000 $ l'unité. Donc, vous vendez votre appartement à Nantes et c'est faisable. Et donc, voilà à quoi ça tu ressemble. peux se le faire. Voilà. Donc, voilà regardez, c'est quand même beau. Le dernier vol date d'avril et ça, c'est celui de décembre. Bon, ils en ont cramé un en 2014 entre-temps. Avec les pilotes. Ils ont perdu les pilotes en un vol de test. Mais le rêve reste ce qui fait bouger l'humanité. Donc, il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour construire ce genre de rêve. Donc, c'est l'avion qui part d'une fusée. Non, pardon, c'est le contraire. C'est l'avion fusée qui décolle d'un avion. Il monte à 80 km/h, à 80 km d'altitude. Et il est lâché, il lâche les Et gaz. ensuite, il arrive en l'air, puis après, il descend en vol parabolique. Et là, vous avez la réaction de Richard Branson et de son petit-fils qui est en dessous, qui est le mec qui a financé le truc. Donc, c'est clair que quand tu finances un projet comme ça et que ça marche, t'es content. Voilà. Donc, voilà le principe du vol. Il y en a un autre qui a essayé de faire ça, c'est Paul Allen. Alors, le problème, c'est qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Mais il a fabriqué, avec cette société Stratolaunch, un énorme avion qui est le plus gros avion du monde, qui utilise 6 réacteurs de 747 réutilisés et qui est censé être lui-même un transporteur de fusée qui décollerait en haute altitude et qui aurait donc un coût d'envoi en orbite basse qui serait plus faible que les fusées traditionnelles. Ouais, voilà. Si ce n'est que le projet risque d'être abandonné suite à son décès. On ne sait pas trop, mais c'est remis en cause. Bon, on va passer au dernier sujet quand même, le plus important, parce que je suis quand même venu exprès pour ça, c'est les transports du futur, parce que là on se rend compte qu'on stagne un peu quand même, qu'on atteint déjà le top du top. Chicken, comme on dit. Chicken. Bon, et si on testait la téléportation, alors déjà, est-ce que c'est possible la téléportation? On téléporte... on arrive à le faire chez nous. Ouais. C'est que c'est peut-être possible dans un monde parallèle. D'autant plus que les humains ont découvert qu'on pouvait téléporter de manière quantique l'état d'un quantum. Alors ça vous avance bien. C'est regardez la conf de l'année dernière pour le quantique. Il faut regarder l'heure d'année dernière. 3 ou 4 fois parce que... Vous la regardez en slow motion. Il y a des gens qui dorment moins dans la salle que l'année dernière. Vous pouvez déporter l'état d'un qubit, par exemple une phase de photon, d'un lieu à un autre instantanément, grâce à ce qu'on appelle la téléportation quantique. Bon, on s'est demandé si on pouvait le faire en vrai avec un humain. Donc on va prendre un humain, on va inventer un nouveau scanner qui va nous scanner atome par atome, qui va transmettre toutes ces informations. Alors, il y a beaucoup d'informations. Il y a la position de tous les atomes avec un niveau de précision très précis, très important. Il faut transmettre la nature de l'atome et son isotope, combien de neutrons dans chaque atome. Il faut transmettre l'état quantique de chaque atome avec la position. Et il faut le recevoir et l'imprimer. C'est une broutille, ça. Alors, on s'est posé la question uniquement du milieu. Ouais. On a fait un fact-checking sur le milieu. Alors, le milieu, ça représenterait environ 2,6 fois 2 puissance 42 bits à capter, à envoyer et à imprimer. Alors, vous avez 2 solutions. Première solution, vous n'êtes pas pressé. Et vous l'envoyez sur une bande de 30 GHz dans l'espace, et vous attendez 350 000 fois la durée de vie de l'univers, et vous arrivez de l'autre côté, et vous imprimez, voilà. Et là, vous êtes reconstitué. En sachant qu'on a détruit l'original aussi. Surtout, on est passé 350 000 fois dans des cycles de vie de l'univers. Donc, le monde dans lequel tu atterris est peut-être un peu différent du monde de départ. Et l'autre solution, si tu es très pressé, il faut l'énergie électrique de toute la Terre, de toute la production électrique mondiale plusieurs fois. On fait une transmission terrestre en 10 secondes. En 10 secondes. Mais là, il faut un faisceau de fibres qui ferait 200 à 300 km de diamètre pour transférer l'information. Et on n'a même pas parlé du scan et de l'impression. Donc, c'est pas impossible, mais il y a du taf. Bon. Et si on essayait Pourquoi pas? Garde. Moi, je fais ça tous les jours. Tu fais ça tous les jours. Vas-y, attends. Mets-toi dans le premier cercle. Moi, je voudrais faire un test. Je vais mettre là, on va essayer de le faire. Ouais. T'es bon? Alors attends, j'appuie. On n'est pas sûr que ça marche. Et si je dois attendre 350 000 fois la durée de l'univers pour revenir dans la conf, c'est un peu long. Je pourrais enfin parler. Alors attention. Non, en fait, on déclenche. Attention, il faut mettre au noir la salle. Ouais, c'est parti. Est-ce que tu vas te téléporter? On éteint tout. Hop. Non. Non, ça marche pas. Foiré. Attends, recommence. Ah, il y a un bug. Attends, je rappuie. Hop. Est-ce que ça marche là? Ah. J'entends tes particules bouger.
Yes, on l'a fait. Ouais, ça marche. Bon, 2049, vous avez encore 20 ans à attendre. Hein. Bon, tout ça pour dire, les transports du futur, il y a plein de choix à faire, en fait, pour que ça marche. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, vas-y. Data, reste en ton cercle. Clôture-moi cette conférence. Oui, en fait, parce que tout ce qu'on a vu, finalement, c'est assez intéressant. La plupart des grands projets très ambitieux de transport du futur, c'est des projets très élitistes. Que ce soit les drones, même les hyperloops, même le petit sous-marin d'Aston Martin. La plupart de ces projets-là, ils sont rarement faits pour tout le monde. Ils sont faits pour des gens pressés qui ont de l'argent. Et la question qui se pose, c'est comment on peut extrapoler ces projets-là à des modèles qui soient réellement faits pour tout le monde. Et c'est vraiment un blocage, moi, que j'ai quand j'analyse ces projets-là, dans ma vie terrestre, c'est d'essayer de trouver ceux de ces projets-là qui sont raisonnables sur le long terme pour tout le monde. Et finalement, le futur de nos transports, c'est certes lié à des choix qui sont technologiques et des contraintes scientifiques qu'on a vues, les capteurs, les lidars dans les voitures, etc. Mais fondamentalement, c'est un problème politique et économique. C'est un choix économique qui doit être fait par les politiques, par nous, citoyens, qui est de choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut financer des infrastructures pour une petite élite de gens très pressés qui ont beaucoup d'argent et qui vont en plus consommer un bilan énorme de CO2 pour se déplacer très vite, sachant que plus on va vite, plus ça coûte du CO2 et plus on pollue l'atmosphère et plus on détruit la planète rapidement. Donc peut-être qu'il faut se ralentir un petit peu. Ou est-ce qu'on choisit quelque chose qui est adapté au plus grand nombre dans nos populations, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays développés? Donc c'est un choix politique, en fait. Il ne faut pas oublier l'accessibilité, parce que quasiment tous les projets qu'on vous a montrés, il n'y en a aucun qui est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, il n'y a rien pour les handicapés. On va clôturer par une chose, c'est qu'en fait, c'est que finalement, tous ces transports pour aller plus vite, plus loin, plus haut, c'est bien, ça vend du rêve, mais finalement, ce serait peut-être le temps de reprendre un peu le temps de se reconnecter à la planète, de marcher dans la forêt et tout. Bon, ou pas, mais ça peut être bien aussi. Moi, j'ai un petit truc à dire aussi, Olivier. C'était 10 ans. Oui. C'est la fin de cette conférence. On va te souhaiter. Je vais demander à toute la salle de te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, je vais vous demander de chanter avec moi. Joyeux anniversaire, Olivier. Joyeux anniversaire, Olivier. C'est pas bon pour la glycémie, ça. Allez plus fort, soyez là. 10 ans de conf à faire, à le déguiser. Tu vas être tout argenté. Bravo, merci à tous de nous avoir supportés encore une fois.